Bienvenue à tous pour cette soirée jeudi du marxisme sur le thème du Covid-19, l'alibi pour confiner nos libertés, nos droits et nos conquêtes sociales. Voilà, ça c'est ce que je dirais pour être tout à fait complet. Euh, je vais commencer d'abord en fait par expliquer euh, pourquoi est-ce que l'État met tout le monde en quarantaine et punit tous ceux qui ne respectent pas ces mesures. Je vais parler de certains cas concrets dans différents pays, mais avant ça, je vais aborder d'un point de vue plus théorique euh, la conception de l'État à partir d'un point de vue marxiste. Pour les marxistes, l'État est un ensemble de personnes et de moyens. Alors, pour ce qui est des personnes, il s'agit des fonctionnaires, des militaires, des élus. Euh, pour ce qui est des moyens, nous avons par exemple des émetteurs de télévision, les casernes des militaires, les émetteurs radio, des armes, toutes sortes d'engins de répression. Euh, L'État est soutenu par des finances et il diffuse aussi les idées officielles qui justifient ses actions, qui justifient son existence. Alors, dans nos conceptions habituelles, en fait, l'État, il est censé refléter la société dans son ensemble et il défendrait l'intérêt général. Il serait donc au-dessus de la mêlée que se livrent ses composantes. Par composantes, j'entends par exemple les entreprises, les individus, associations, étudiants, communautés, religieuses ou non, euh, voilà. Lénine, lui, résumait l'État de la façon suivante, et il disait qu'en fait, en dernière instance, l'État n'était rien d'autre que des hommes et des femmes armés. Alors, ce qu'il entendait par là, en fait, c'est que l'État est un instrument d'oppression de la classe économique la plus forte et est le résultat d'une société de classe. Il n'est pas au-dessus de la mêlée comme il le prétend. On peut voir à travers l'histoire que, par exemple, à l'époque des Romains, l'État était l'outil des aristocrates possédant de grands domaines et de nombreux esclaves pour les exploiter. Au Moyen Âge, il était celui du seigneur féodal et que depuis sa création, son apparition, est l'instrument de la domination d'une minorité sur la majorité. Du coup, euh, en ce qui concerne l'État capitaliste plus particulièrement, celui-ci, il veille à l'intérêt des capitalistes en défendant la propriété privée et en particulier la propriété privée des moyens de production. L'État capitaliste a trois fonctions. Il a la fonction économique, où il va déployer et développer les infrastructures économiques et financières, créer un marché national, et comme j'ai dit, protéger la propriété privée et perpétuer le mode de production capitaliste. Il a une fonction d'intégration, c'est-à-dire qu'il intègre les sujets, les personnes dans le système de classe capitaliste et il diffuse les valeurs et les comportements à travers l'éducation, les médias. Il véhicule toutes les idées qui justifient ce système d'exploitation de façon à ce que les gens les intériorisent le système capitaliste et considèrent que celui-ci est naturel et indépassable. La troisième fonction est celle de la répression, qui est en fait le moyen ultime dont dispose l'État pour imposer ses décisions quand les moyens habituels de négociation ne fonctionnent pas. Si la répression échoue aussi, alors il va recommencer à tenter les négociations et la réconciliation. Donc il va basculer de l'une à l'autre en fonction qu'elles échouent ou pas. Euh, le système capitaliste, lui, est ponctué de crises. C'est intrinsèque à ce système. Ces crises sont dues à la surproduction qui contribue en fait à la concentration des moyens de production et précarise toujours plus le reste de la société, ce qu'on a l'habitude de désigner par les 99%. On parle souvent des 1% contre les 99%. Et donc, en fait,
Au fur et à mesure des crises, l'adhésion à ce système décroît. C'est la raison pour laquelle l'État qui défend les intérêts des capitalistes doit passer des lois de plus en plus difficiles à digérer pour les travailleurs et du coup, il a tendance à sauter de plus en plus l'étape des négociations et passe directement au forcing. Dans l'appareil étatique, ceux qui ont vraiment le pouvoir sont en fait les hauts fonctionnaires, qui sont issus généralement de grandes familles bourgeoises ou aristocratiques. En effet, tandis que les élus politiques, les membres des gouvernements changent, les hauts fonctionnaires, quant à eux, restent en place et assurent en fait la conformité des valeurs, des attitudes et des intérêts de la classe dirigeante. Rosa Luxembourg expliquait de la façon suivante l'État et la nature du gouvernement. Elle disait, la nature d'un gouvernement bourgeois n'est pas déterminée par la nature personnelle de ses membres, mais par la fonction organique dans la société bourgeoise. Le gouvernement de l'État moderne est avant tout une organisation de la domination de classe. Elle illustrait ses propos en disant avec la participation d'un socialiste dans le gouvernement, cette domination de classe survit. Le gouvernement bourgeois ne se transforme pas en gouvernement socialiste, mais un socialiste devient en fait un ministre bourgeois. Et l'entrée des socialistes dans un gouvernement bourgeois n'est donc pas une conquête partielle de l'État bourgeois par les socialistes, mais au contraire une conquête partielle du Parti socialiste par l'État bourgeois. Le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est le Premier ministre belge, Elio Di Rupo. Elio Di Rupo qui préfère en général faire des coalitions dans les gouvernements avec le Parti libéral plutôt que des partis sur sa gauche comme le PTB. En dernier recours, si les hauts fonctionnaires ne parviennent pas à assurer la conformité aux intérêts de la classe dirigeante, c'est la haute finance qui va jouer ce rôle. En effet, l'État est pieds et mains liés à la finance et à la dette publique. Ce qui fait qu'il n'y a pas de grande différence, ce qui explique en fait qu'il n'y a pas de grande différence dans la politique entre les gouvernements de gauche qui acceptent le capitalisme et les libéraux. On a de nombreux exemples avec, par exemple, les gouvernements socialistes en Belgique et en France. Les gouvernements, comme ils ont besoin de prêts pour établir leur politique, déployer leur politique, euh, ces prêts se trouvent dans les mains en fait des investisseurs institutionnels qui peuvent à tout moment couper la vanne, fermer la vanne et saboter en fait la politique du gouvernement. Euh, la crise coronavirus et les mesures qui ont été mises en place nous montrent en fait actuellement que l'État défend avant tout le système d'exploitation capitaliste au détriment de la santé des populations, ce que je vais expliquer avec différents cas concrets dans différents pays. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur le fait que le coronavirus n'est pas en fait la source de la crise. La crise avait commencé bien avant et l'État avait commencé déjà à restreindre les conquêtes sociales, le contrôle démocratique et restreindre nos libertés bien avant que la pandémie commence. En mettant en place des lois liberticides ou vraiment à l'encontre des conquêtes sociales, comme par exemple l'augmentation de l'âge de la pension. Euh, Lorsque la population commence à résister à ce type de mesures, en fait, ils n'hésitent pas à mettre en place la coercition. Un exemple criant est celui, par exemple, des gilets jaunes en France. Alors, avec la pandémie et l'approfondissement de la crise économique qui l'accompagne, les États capitalistes ont pris une série de dispositions qui contraignent la population à se confiner et ne sortir que pour des absolues nécessités. Ces mesures sont accompagnées d'un cadre juridique, l'état d'urgence sanitaire, avec en plus de ces aspects liberticides, également des aspects répressifs importants en fonction des pays. Comme par exemple le fait de s'asseoir sur un banc dans un parc pour profiter du soleil est devenu une incivilité sanitaire et est devenu aussi un délit en cas de récidive.
je vais poursuivre donc par la suite avec les cas concrets dans les différents pays. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur une expression qui est très en vogue pour le moment. C'est le fameux nous sommes en guerre contre ce virus. Alors, sommes-nous réellement en guerre? Est-ce que vraiment la Belgique qui a de tout nouveaux F-35 est dans une situation qui lui permet de les utiliser finalement? Voilà, cette expression, en fait, elle exprime surtout comment la classe capitaliste dominante perçoit cette crise qui met en danger ses gains. Et donc, elle désire créer un climat d'unité nationale et de collaboration de classe pour susciter l'effort et le sacrifice de la classe dominée des 99% pour sécuriser ses intérêts. Et donc, le terme est beaucoup utilisé pour dire aux gens qu'ils doivent accepter des salaires réduits ou qu'ils doivent aller travailler malgré le danger pour leur santé. Alors, je vais maintenant aborder la situation de la Belgique. Alors, en Belgique, cette situation de guerre est caractérisée d'une part par une majorité de citoyens qui sont censés se confiner chez eux, car l'État a décidé de ne pas mettre les ressources euh, pour procéder d'une autre façon, c'est-à-dire en faisant des tests massifs de la population, tracer les personnes infectées par le virus et confiner que celles qui sont infectées. Non, à la place, nous avons droit à un gaspillage de ressources, c'est-à-dire que par exemple des masques, les réserves stratégiques de masques pour la grippe H1N1 ont été détruites, n'ont pas été renouvelées, donc on a aussi une perte de temps. On a la perte d'énergie des travailleurs de la santé qui s'épuisent à essayer de faire, enfin qui s'épuisent pour que pour essayer de sauver des vies, pour essayer de sauver un maximum de gens. Et donc, on a aussi un gaspillage de vie parce qu'il y a, par exemple, dernièrement, le scandale dans les Hauts en Belgique. La plupart des morts du Covid-19, en fait, sont dus au fait que dans les Hauts, les moyens et les mesures n'ont pas été mis en place suffisamment rapidement. Et par rapport à ça, nous avons un gouvernement qui ne parvient pas à faire une commande de masques. Donc, c'est une situation assez grotesque. Euh, et donc, ce gouvernement appelle à l'unité nationale. Cette unité nationale comprend en fait les partis d'un gouvernement minoritaire, principalement les libéraux, mais qui ont l'appui de l'opposition comme le Parti socialiste et le Parti écologique. Pardon, le Parti écologiste. À la seule exception du PTB qui, lui, ne soutient pas ce gouvernement. Et il tente en fait, par les mesures de confinement, de masquer les conséquences de sa politique de coupe budgétaire pour les soins de santé et la surexploitation des travailleurs du secteur en prenant les mesures de confinement qui font d'activités autrefois inoffensives de nouveaux délits. Alors, même si le confinement est la seule stratégie possible pour un gouvernement qui ne met pas les moyens pour lutter contre le virus, il faut tout de même avoir conscience que les mesures prises pendant les états d'alerte, notamment durant la guerre contre le terrorisme, ont tendance à s'éterniser d'une manière ou d'une autre après avoir été mises en vigueur, et ce sera probablement le cas pour certaines mesures qui sont mises maintenant dans cet état d'urgence sanitaire. Alors, il en profite également pour mettre en confinement les luttes sociales. Et en effet, les médias relayent l'image des héros de notre époque, c'est-à-dire les travailleurs de la santé, pour masquer leurs responsabilités et masquer en fait qu'ils continuent à poursuivre les intérêts de la classe dominante. On observe ainsi une différence importante dans la quantité de contrôle et les moyens mis en œuvre pour le non-respect du confinement par la population. L'effectif policier est déployé dans les rues. Il y a des drones qui planent, qui volent au-dessus des parcs pour s'assurer que personne ne va s'asseoir sur un banc ou sur la pelouse pour profiter d'un bain de soleil. Tandis que pendant ce temps, il y a vraiment peu de contrôles qui ont été faits dans des entreprises pour s'assurer que les travailleurs disposent de l'équipement adéquat pour minimiser les risques d'infection et que les mesures de distanciation sont respectées.
Entre le 23 mars et le 3 avril, un contrôle effectué dans 328 entreprises révèle que 280 d'entre elles, c'est-à-dire 85% d'entre elles, ne respectent pas les mesures de distanciation. Seulement l'une d'entre elles a reçu un PV et 20 autres ont été fermées. En comparaison, tout le reste, en fait, tout le reste des entreprises ont reçu un avertissement. Pour donner une comparaison, à Bruxelles XL, donc sur les deux communes, sur un seul week-end, plus de 700 infractions ont été sanctionnées par des amendes. Alors, il y a aussi le fait que personne n'est mis en cause dans ce qui est arrivé, par exemple, au Colruyt de Forêt, où les travailleurs qui travaillaient dans le supermarché n'ont pas pu utiliser de masque ou de gants car cela faisait peur aux clients. Euh, il n'y a aucune suite par rapport à cette affaire, aucune mesure de répression par rapport à cela. Euh, on voit donc une disproportion de moyens utilisés pour vérifier que les mesures de confinement sont bien respectées, ce qui illustre pleinement le fait que tous ne sont pas égaux face à la pandémie, et c'est d'autant plus vrai que les sanctions administratives peuvent arriver jusqu'à une somme de 4 000 euros en cas de récidive. Euh, Ce qui, pour les personnes les plus précaires vivant parfois dans des espaces très réduits, vient à augmenter la pression ressentie pendant cette pandémie. Lorsque l'on apprend, par exemple, que le 9 avril, la CAPAC, c'est-à-dire la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, n'avait payé que moins de la moitié des allocations de chômage temporaire, il est assez paradoxal de demander à ces travailleurs de rester chez eux sans rien faire. Par ailleurs, les circonstances du confinement contribuent aussi aux abus de pouvoir de la part de la police qui se sent gonfler des ailes. Et il y a déjà eu beaucoup de cas d'abus qui ont été rapportés. On a par exemple la mort d'Adil à Anderlecht. Il y a eu aussi la situation des réfugiés au parc Maximilien qui ont été chassés par la police. Forcément, lorsqu'on est un réfugié, il est difficile euh, de respecter les mesures de confinement parce qu'on n'a pas de maison, tout simplement. Euh, la police donne en effet dans l'excès de zèle lorsqu'il s'agit de placer les sans-abri ou toute personne critique de leur intervention violente envers ces SDF dans des cellules pour la nuit, sans égard au danger de l'infection. C'est-à-dire que quand la police décide de réprimer, elle n'applique pas du tout des mesures de distanciation, ne s'assure pas du tout que l'endroit, les cellules seront désinfectées. Aucune mesure n'est prise, alors qu'en fait, l'infraction résulte en fait je veux dire, la cause de l'infraction est le fait du non-respect par ces personnes de ces mesures normalement. Donc voilà, il y a toute une série de contradictions. Et donc, dans ce genre de situation, les personnes auront bien du mal à faire valoir leurs droits. Toute personne aurait bien faire du mal à faire valoir leurs droits face à l'arbitraire de la police. En plus, comme si ça ne suffisait pas, le gouvernement met de côté plusieurs laboratoires cliniques publics qui pourraient faire des tests de sérologie pour la population. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, ces tests que pourraient faire ces laboratoires publics ne seront pas reconnus ni remboursés et en fait sont complètement interdits. Donc, alors qu'ils pourraient contribuer à tester les citoyens pour le Covid-19 et ainsi commencer à avoir une politique qui permettrait un déconfinement, ce n'est pas du tout le cas, non. À la place, les tests sont totalement confiés à l'industrie pharmaceutique et donc ça illustre encore une fois que le gouvernement euh, prend en compte uniquement l'intérêt de ces grandes entreprises. Donc, et en plus, il ne s'agit pas du seul cas où le gouvernement favorise l'intérêt de la classe dominante, parce que par exemple, le 3 avril, le gouvernement qui revoyait la liste des activités de production indispensables, au lieu de retirer des activités de cette liste, ce qui permettrait à des travailleurs de ne pas avoir à s'exposer au virus, euh, le gouvernement a plutôt rajouté des activités. Donc évidemment, cette liste c'est le patronat qui l'a faite et qui l'a donnée au gouvernement. Euh,
parce que le patronat fait tout pour que le gouvernement décrète la reprise des activités la plus totale et le plus rapidement possible. Et donc, le syndicat FGTB Chimie, qui espérait, lui, par contre, que le gouvernement allait réduire les activités au sein de l'industrie chimique, en éliminant, par exemple, la production de la peinture, de la colle. Au final, aucune de ces activités n'a été éliminée, et comme je l'ai dit, elles ont été rajoutées. De cette façon, on finit par comprendre en fait que la production de bougies parfumées est essentiel à la lutte contre le virus. Alors, pour ce qui est des autres pays d'Europe, par exemple en France aussi, donc les libertés, les droits, les conquêtes sociales sont confinés pour un temps. Chez nos voisins français, le gouvernement qui était déjà assez entraîné a décrété et ordonné avec le 49.3. Hein, on pense pas mal à Manuel Valls, d'ailleurs, un gouvernement socialiste, avant la crise du coronavirus, mais a profité cette période pour sécuriser également les intérêts capitalistes. Le gouvernement français a profité par exemple du confinement pour mener une série d'activités, allant des ordonnances facilitant l'installation de la 5G, la possibilité pour les employeurs de placer les congés payés des travailleurs durant la période de confinement grâce à l'état d'urgence sanitaire par exemple. Euh, Cette loi, en fait, cette loi de l'état d'urgence sanitaire en France permet au gouvernement, et là je vais citer, de prendre toutes les mesures générales et les mesures individuelles restreignant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services nécessaires afin de mettre fin à la catastrophe sanitaire. Donc on voit que ce sont effectivement, c'est une loi qui est extrêmement invasive dans la vie et la liberté des individus. Euh, pour ce qui est aussi du contrôle parlementaire, euh, au départ, le projet de loi disait que le contrôle parlementaire allait pouvoir se faire 12 jours après la mise en vigueur de la loi. Finalement, ça a été repoussé à 2 mois et maintenant, ce serait 3 mois et on ne sait pas, ça va peut-être être remis au calendrier grec, qui sait. Sur le plan des sanctions, euh, c'est très similaire aux sanctions en Belgique, où il y a aussi un système de gradation qui peut aller jusqu'à une peine de 6 mois de prison en cas de multiples récidives. Donc, cette situation a de quoi faire froid dans le dos lorsqu'on se rappelle les événements avant la crise illustrant la violence de la police, une police qui est équipée pour mater la population. Et donc, partant de confinement, il est d'autant moins certain qu'il y ait des témoins pour constater les abus de celle-ci. Quelle garantie pour les personnes sortant même pour de bonnes raisons qu'elles ne seront pas confrontées à des abus de pouvoir et à l'arbitraire des forces de l'ordre? Donc on voit que comme pour les autres pays d'Europe, le gouvernement français écoute avant tout le patronat et c'est sous la pression de celui-ci qu'il va pour probablement réouvrir les écoles à partir du 11 mai. À part ça, je passe énormément de cas d'abus des droits des travailleurs dans le secteur privé en France. En ce qui concerne la Pologne, le 15 avril, donc c'était hier en Pologne, il y avait un texte qui visait à interdire complètement l'avortement, qui allait être examiné par le Parlement sur base des pouvoirs spéciaux. Comme les manifestations ne peuvent avoir lieu à cause du coronavirus, les opposants à l'IVG en profitent pour faire voter ce texte alors que la population ne soutient pas un tel durcissement de la loi. Heureusement, les femmes polonaises tentent de trouver d'autres moyens d'exprimer leur volonté de résistance, par exemple en se mobilisant dans leur voiture ou en utilisant les réseaux sociaux. En Italie, le patronat et les syndicats, ainsi que le gouvernement, ont appelé à la collaboration de classe pour surtout ne pas cesser la production avec les tragiques conséquences que l'on connaît. En Hongrie, l'état d'urgence a été voté pour une durée indéfinie, ce qui donne les coups des franches à Viktor Orban. Alors, la situation en Amérique latine. Alors, la situation en Amérique latine est
Pourquoi l'Amérique latine? Parce que ça me tient à cœur. Étant péruvien, je suis pas mal l'actualité en Amérique latine. Et je pense que ce qui se passe en Amérique latine est une bonne illustration de ce qui se passe aussi dans beaucoup d'autres régions du monde et d'une manière générale dans les pays en voie de sous-développement. Donc en Amérique latine, il faut comprendre que l'économie informelle occupe toujours une partie conséquente de la population. Euh, on peut, par exemple, il y a énormément de gens qui vivent au jour le jour, des ambulants qui vendent des fruits, des journaux, des chewing-gums dans la rue, et qui parcourent ainsi les villes pour essayer de gagner de quoi survivre chaque jour. Et dans ces pays, les mesures de confinement sont donc encore beaucoup plus difficiles à vivre, car une partie non négligeable de cette population, en fait, dépend du fait de pouvoir sortir dans la rue et de pouvoir vendre différents produits. Alors, la situation au Mexique, la Coparmex, qui est le syndicat des petites et moyennes entreprises, exige du gouvernement des allègements fiscaux, ainsi que la possibilité de ne pas payer les salaires des travailleurs dans leur intégrité et des facilités de licenciement. La volonté étant évidemment de reporter le coût de la crise sur la population. Donc, il apparaît qu'en fait, le gouvernement va probablement accéder à nombre de ces mesures, car comme dans les autres pays capitalistes, celui-ci est atteint de schizophrénie en appelant d'une part au confinement et d'autre part, il autorise les entreprises à forcer les travailleurs à se rendre sur leur lieu de travail sans garantir leur sécurité par des mesures et de l'équipement. Et donc, tandis que les patrons utilisent toutes les mesures légales ou non pour diminuer les salaires ou licencier le gouvernement, au lieu de refuser catégoriquement ce type de mesure, c'est-à-dire le non-paiement de l'intégrité des salaires, laisse une porte ouverte au patronat, autorisant un salaire moindre, moyennant un accord entre l'employeur et le travailleur. Alors qu'on sait très bien qu'il y a un rapport de domination en faveur de l'employeur vis-à-vis du travailleur. Ce type de situation va se reproduire dans beaucoup de pays, je pense, beaucoup de pays en voie de développement, et se reproduit beaucoup dans d'autres pays en Amérique latine. Et, euh, et donc, alors que la plupart des travailleurs qui vivent au jour le jour ils se verront infliger des licenciements, la faim et les pires conditions pour affronter la pandémie. On estime qu'au Mexique, seulement 13% des travailleurs pourraient résister à une quarantaine de 3 mois, mais dans les 3 États les plus pauvres du Mexique, il s'agirait de moins de 5% de la population. Au Pérou, le Pérou une structure sanitaire très décadente à cause de décennies de politique néolibérale, le Pérou a décidé de déployer les militaires en renfort de la police dans les rues. Donc les policiers et les militaires qui, dans le cadre du maintien du confinement, ne pourront pas être poursuivis si leur intervention entraîne la mort de civils. Donc il faut comprendre qu'en fait il faut comprendre qu'avec la pandémie et la crise économique qui la suit, les intérêts de la classe dirigeante au Pérou sont menacés par une potentielle explosion sociale. Donc en effet, 40% de la population se retrouverait en très grande précarité si l'activité économique venait de s'arrêter. Donc le plan du gouvernement est de maintenir les gens au travail au prix de leur santé. Il va donc déployer les militaires dans les districts les plus riches de la capitale et des villes et leur donner carte blanche quant à leur méthode pour assurer la quarantaine. Dans un premier temps, le but est de dissuader les masses de se révolter et dans un second temps, de donner les moyens aux militaires de pouvoir les affronter et les mater dans la violence. Le confinement dans un pays où 8 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 72% de la population n'a pas de logement ou des logements très précaires, c'est-à-dire des logements en tôle et en bois, sont des mesures très violentes. Une mesure, par exemple, une autre mesure qu'avait mise en place le gouvernement péruvien était aussi
de donner par exemple la permission aux hommes de sortir les lundis, mercredis et vendredis, tandis que les femmes allaient quant à elles sortir uniquement les mardis, jeudis et samedis, tandis que le dimanche, personne n'était autorisé à sortir. Le gouvernement a également mis en place un couvre-feu qui commence à partir de 16 heures ou 17 heures en fonction du jour et se termine à 4 heures du matin. Et les personnes qui enfreignent le couvre-feu passeront la nuit en cellule. Il y a le cas notamment d'une personne qui, au début du couvre-feu, avait décidé de sortir ses poubelles. Il a donc simplement traversé la rue et il a été embarqué par la police. On a aussi constaté de nombreux abus envers les minorités LGTB, Q et autres, notamment les militaires qui faisaient circuler les homosexuels, oui, les homosexuels qui leur faisaient faire une démarche accroupie, à marcher accroupi pendant plusieurs minutes. Euh, voilà, il y a eu des abus, des humiliations. Ce type d'abus sur les minorités a été aussi observé, rapporté en Argentine. Alors, en ce qui concerne la Bolivie, très brièvement, c'est la quarantaine totale qui a été décrétée, mais paradoxalement, des milliers d'employés de banques et de supermarchés ainsi que dans l'industrie continuent de se rendre au travail sans qu'aucun contrôle ne soit fait par rapport au respect des mesures de protection et contre la propagation du virus. Aux États-Unis, euh, le confinement permet en fait de voler les terres des tribus autochtones. Il y a le cas par exemple de la tribu Mashpi Wapanoag qui s'est vu retirer le statut de réserve. Il se trouve qu'en fait, cette tribu avait le projet de construire un casino qui apparemment concurrencerait un casino d'un proche de Donald Trump. Dans le sud de Dakota, la construction du pipeline se poursuit, profitant du fait que le confinement rend plus difficile les mobilisations contre de tels projets. La même chose au Canada, sur le territoire de la tribu Wet'suwet. Donc la construction du pipeline se poursuit également là, notamment en profitant des mesures de confinement. Euh, En Asie, le cas de l'Inde est particulièrement tragique ou dramatique. Donc, c'est-à-dire un pays avec 1,3 milliard d'habitants. C'est l'un des pays où la pauvreté atteint des proportions dramatiques, avec plus d'un demi-milliard de personnes sans assurance de santé et un secteur santé très déficient. Donc, en Inde, il y a plus de 45 millions de travailleurs qui sont en fait des travailleurs migrants qui viennent de la campagne pour travailler en ville, en particulier dans le secteur de la construction. Et ces personnes, en fait, n'ont pas de logement dans la ville où ils travaillent. Et donc, avec la pandémie, les chantiers de construction se sont interrompus, laissant ces travailleurs au chômage, mais sans revenus et sans logement, alors que le gouvernement a augmenté le confinement. euh, ils sont contraints de tenter de parcourir des milliers de kilomètres à pied pour rentrer chez eux, alors qu'ils meurent de faim parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus de subvenir à leur faim. Seulement un État en Inde avait prévu le rapatriement de ces travailleurs, mais malgré le fait qu'ils avaient prévu 1000 bus, 1000 cars, la majorité de ces travailleurs n'a pas pu les prendre et a dû quand même entreprendre le voyage à pied. Et donc, tous ces travailleurs contraints à l'exode, lorsqu'ils arrivent aux frontières entre les États de l'Inde, euh, la police les attend dans le meilleur des cas avec du désinfectant qu'ils vont leur asperger sans prendre en compte le fait qu'ils seront mouillés. Enfin, voilà, c'est limite de l'humiliation aussi, hein, comme on laverait des déchets ou je ne sais quoi. Euh,
Dans la majorité des cas, par contre, les policiers les accueillent avec les matraques, étant donné que le gouvernement a interdit les voyages entre les différents États. La même situation, une situation similaire se déroule en Thaïlande avec des travailleurs migrants cambodgiens qui tentent de rentrer chez eux à pied ou qui sont coincés en Thaïlande. Petite parenthèse, je sais qu'en Amérique latine, notamment au Pérou, cette situation a lieu aussi. Donc, c'est probablement le cas dans énormément de pays dans le monde. Alors, ma conclusion, je vais terminer en disant que d'une manière générale, lorsqu'on entend les médias, lorsqu'on lit les journaux, il est coutume d'associer la notion de démocratie avec le capitalisme. Dans des conditions normales, enfin, dans des conditions normales, mais en fait, cette conception est complètement erronée pour la simple raison que le capitalisme, en fait, n'a pas besoin de la démocratie pour fonctionner. Le capitalisme n'a pas besoin de garantir nos droits et nos libertés. Et c'est ce que nous ont montré les états d'urgence lors des attaques terroristes en 2016, et c'est ce que continue de nous démontrer aujourd'hui la crise du coronavirus. Les gouvernements se sentent libres pour agir et appliquer des politiques antisociales, tandis que la population doit rester chez elle et n'a pas les moyens de résister. Elle peut seulement sortir pour travailler et s'approvisionner en nourriture. Cette situation fait également tomber le masque sur le rôle de l'État, qui n'est pas là pour garantir nos droits, mais bien imposer et garantir l'intérêt des capitalistes, sacrifiant celui des populations. Et il faut rappeler que face à la pandémie et aux mesures de confinement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les personnes les plus précarisées vivent cette situation d'autant plus difficilement qu'en plus elles sont généralement les plus exposées aux risques sanitaires et au risque de la répression. De la même façon, les problèmes sociaux tels que la violence faite aux femmes ressurgissent de manière beaucoup plus aiguë durant les temps de confinement. En Belgique, les lignes d'écoute pour assister les femmes subissant des violences étaient complètement débordées. Euh, et donc, voilà, ça donne des situations, tous les problèmes sociaux qui existaient déjà avant la crise se retrouvent exacerbés. Euh, et alors, on voit que les gouvernements, en fait, qui font au final plus de tort que de bien par rapport aux aspects sanitaires de la crise, en ne déployant pas les moyens suffisants euh, d'un point de vue des ressources financières, des équipements, euh, au niveau des aspects économiques et sociaux, au niveau de l'encadrement en fait des personnes les plus vulnérables, ne met pas non plus, ne met aucun moyen en œuvre. Et donc, ma conclusion, c'est que c'est à nous, la population, de nous organiser. Euh, euh, En travaillant sur la situation du confinement dans les différents pays, je me suis dit, j'ai réalisé en fait que la phrase de Marx est vraiment d'actualité quand il dit travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Vraiment, enfin, les situations, il y a tellement de similitudes, notamment dans la façon dont agissent les gouvernements, euh, que c'est vraiment impactant et ça valide vraiment la vision marxiste de l'État, de la société, etc. Donc euh, voilà, je vais terminer juste en disant que je fais partie de Révolution, que nous sommes là tous les jeudis soirs pour faire un live Facebook à propos d'un sujet. Vous êtes les bienvenus pour proposer des sujets sur notre page Facebook. Je voudrais aussi communiquer sur le fait que nous sommes une organisation totalement indépendante et autofinancée. Nous vendons d'ailleurs un programme, pardon, un journal. Euh, les journaux, maintenant, partant de pandémie, sont disponibles aussi sous format PDF. Donc, il est possible d'aller les consulter sur notre site internet euh, que vous pouvez voir sur la page de l'événement.
Et j'aimerais aussi parler de notre événement qui, on l'espère, aura lieu. L'événement s'appelle Marxisme 2020, un monde en révolte. Il aura lieu normalement le 24 octobre, si les conditions le permettent. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à faire des commentaires, à partager. Euh, voilà, un grand merci à tous. Au revoir.